Yo, Bakayalo, Kono Yalo, et oui, on se retrouve pour une petite review de l'épisode 11 d'Oshinoko, l'épisode final de la saison 1, si je me trompe pas. Mais effectivement, ça y est, les fameuses idols ont été déterminées. C'est la fameuse sœur de notre héros, donc Aqua qui est le héros, et donc c'est Ruby qui est représentante des idols. Il y a aussi l'autre là, la petite avec les cheveux rouges, et l'autre, j'ai oublié le nom, mais c'est pas grave, vous connaissez de qui il s'agit. Mais bref, on va revenir par rapport à cet épisode final, même par rapport à l'épisode d'avant en réalité. Parce qu'avant de monter sur scène, on a ressenti le stress qu'avait cette fameuse fille aux cheveux rouges, et d'ailleurs on l'avait déjà dans l'épisode d'avant, mais dans celui-là, t'as ressenti toute cette pression, toute cette fameuse histoire qu'elle avait auparavant par rapport à tous ces fans qui regardaient, qui l'assistaient et tout. Et finalement, tu as ce sentiment de ne pas être à la hauteur, ce sentiment de décevoir et en plus d'entraîner sa propre équipe dans cette chute aux enfers. Et finalement, c'est ça aussi la particularité qu'il y a par rapport aux stars, c'est que tu as toujours un stress avant de monter sur scène. Quoi qu'il arrive, même si tu es déjà habitué, effectivement, mais quand c'est la première fois, là, tu le ressens encore plus. Tu as limite le trac et malgré tout, tu es avec tes compagnons, tu es avec tes collègues, etc. Et tu te dis, eux aussi, est-ce qu'ils sont en train de stresser ou pas? Et tu sentais déjà que les autres étaient en train de stresser. Et comme c'était elle, celle aux cheveux rouges qui était la plus aînée, c'était elle qui devait supporter cette responsabilité et elle-même se mettait elle-même la pression et elle faisait en sorte de ne rien laisser transparaître et du coup ça faisait qu'elle avait encore plus la pression. Et là quand elle monte sur scène, tu la sentais moins dans cet état d'esprit de vouloir réaliser son rêve parce qu'en fait elle était déjà montée sur scène et elle a déjà vécu l'échec. Et le problème aussi par rapport à l'épisode d'avant, c'est que tu as pas mal de gens qui ont ce syndrome de l'imposteur et ce syndrome aussi du peur de l'échec. La peur de l'échec, c'est quelque chose qui arrive très souvent. Et quand tu as déjà vécu l'échec comme cette fille qui a les cheveux rouges, et ben finalement tu te confortes dans cette situation d'échec, tu trouves un confort à tout le temps échouer et finalement elle s'était enfermée dans cette bulle d'échec et finalement elle continue à échouer, elle en prenait plus ou moins l'habitude et finalement c'est comme ça qu'elle a fini par sombrer et au moins tu sais que dans ce confort tu étais plus ou moins habitué à perdre et tu n'entraînais personne d'autre avec toi. Sauf que là, c'est différent. Là, quand elle monte sur scène, elle est avec deux autres personnes. Et derrière cette bulle de l'échec, elle avait plus envie de reconnaître, de resubir cet échec et également de le faire subir aux autres. Parce que finalement, c'est de la souffrance. Elle était habituée à cette souffrance, donc elle se confortait dedans, donc elle ne recherchait plus le challenge, mais elle ne veut surtout pas entraîner les autres avec elle. Et là, elle se retrouve dans une situation où elle n'a pas le choix, en plus elle est le leader, et du coup, elle doit supporter sur ses épaules tout le stress, la peur de ses anciens échecs, mais en plus de devoir faire en sorte que tous les autres soient propulsés en avant et de les mettre à l'aise. Donc là, elle a vraiment une énorme pression et tu le vois d'ailleurs dans ce dernier épisode, elle arrive sur scène et au début, elle a vraiment du mal. Tu voyais que les autres, elles étaient déchaînées. D'ailleurs, tu voyais une réaction d'un fan qui ressemblait à Gene Fricks de Hunter x Hunter là, tu sais le barbu avec son espèce de chapeau là qui est là, tout de suite il est aigri, tout de suite il fait non, ils n'arriveront jamais à récupérer les Bekomachi là, donc parce qu'à l'époque il y avait Ai, elle était exceptionnelle et tout, et au début tu vois, c'est ça le problème, c'est que quand tu pars d'un postulat qui était vraiment incroyable et que tu étais vraiment fan, bah quand on te dit il y aura un remplaçant, tu es toujours en mode non mais de toute façon ça n'arrivera pas à la même hauteur que le précédent, tu vois. C'est très difficile de surpasser celui qui a eu l'énorme succès d'avant. Et là, en l'occurrence, bah, il a été vite séduit parce qu'il a ressenti chez la fille, donc Ruby, un peu de haï derrière, tu vois. Et est-ce que au niveau des célébrités, est-ce que la génétique joue finalement sur ton jeu d'acteur, sur finalement ton charisme naturel? Tu vois bien que chez certains acteurs, chez certaines actrices, c'est naturel chez eux. Et tu te dis, j'aurais beau travailler autant de temps qu'il le faut pour essayer d'avoir le tel niveau, tu te sens qu'il y a une partie don génétique qui fait que tu ne pourras pas jamais limite atteindre ce niveau.
D'ailleurs, dans plusieurs domaines, c'est ça. Hein. Par exemple, tu prends le football. Par exemple, quand tu regardes des grandes stars comme Ronaldinho, là, qui ont une capacité technique incroyable, ou même Lionel Messi, tu te dis, même avec le travail, ces mecs-là ont un don. Donc moi, même si depuis tout petit, je m'entraînais autant qu'eux, j'arriverai jamais à leur niveau, parce que tu sens que ces mecs-là ont vraiment un don inné que personne d'autre n'a, et du coup, c'est pour ça qu'ils sont autant payés et qu'ils sont au devant de la scène. Et là, c'est un peu pareil, en fait. Tu peux te dire que Ruby, par rapport à Ai, elle a ce côté génétique qui lui donne un avantage certain. Mais tu sens déjà que celle qui avait les cheveux rouges, elle avait déjà un don de base. Hein, parce que si elle s'est fait connaître aussi jeune, ce n'était pas pour rien. C'est parce qu'on l'a détecté et que parmi tous les autres, on a pu voir un certain talent d'emblée. Donc tu sens déjà que chez ces trois-là, en réalité, celle qui a certes eu une notoriété grâce à YouTube, tout ça, bah c'est la youtubeuse. Et elle est là parce qu'elle a déjà une fanbase. Mais est-ce qu'elle va tenir sur le long terme? Je pose la question là parce que tu sens que les autres déjà ont un talent inné, ont un don. Alors qu'elle, elle est déjà âgée, même si moi je trouve que c'est jeune. Hein, en réalité, elle a dit « Ouais, mais j'ai 25 ans. » Moi, je trouve que c'est un âge idéal pour faire ce genre de carrière. Mais déjà, dans l'entreprise, on lui disait « Non, mais t'es trop vieille. » Parce que tu vois que Ruby, elle est particulièrement jeune. Hein, même l'autre, là, celle aux cheveux rouges, j'ai oublié son nom, elle est jeune. Donc, finalement, les trois... ça match, ça va très bien ensemble, elles arrivent sur scène et finalement, tu sens que celle qui avait les cheveux rouges, qui avait du mal finalement à s'exprimer, à se lâcher complètement sur scène, parce que c'est ça aussi quand tu es sur scène. Tu as certes le trac, mais une fois que tu es sur scène, les autres le disaient déjà, c'est qu'une fois que tu y es, c'est bon, ça part tout seul, hein, évidemment. Mais tu sentais quand même dans son attitude qu'il n'y avait pas le petit plus, tu vois, le petit piment qui faisait que ça allait exploser. Et finalement, quand elle voit Aqua dans le public en train de faire ses mouvements et tout, bah finalement, tu ressens toute sa passion, sa détermination, son envie de séduire l'autre. Et c'est ça aussi le côté concert, le côté star, chanson, c'est que tu sens peut-être qu'il faut de l'amour derrière. Parce que finalement, est-ce que c'est vrai ou pas, j'en sais rien dans la vraie vie, hein, mais est-ce qu'une femme qui est comblée, qui est amoureuse, ne serait pas en plus plus charismatique, elle dégagerait pas plus d'amour quand elle est amoureuse? Et c'est ça que j'ai l'impression que ça essaie de nous vendre comme message. C'est que finalement, Ai, elle était amoureuse. Elle était amoureuse et en plus, tu la voyais sur scène. Elle avait ses enfants, elle exprimait tout son talent parce qu'elle était bien plus ou moins dans sa vie. Mais elle-même se disait que c'était un mensonge, mais est-ce qu'elle était plus ou moins heureuse ou pas? Et finalement, quand tu vois quelqu'un comme Ruby qui rêve de monter sur scène et que là, elle réalise son rêve, tu ressens toute sa passion. Tu ressens tout son plaisir. Et c'est ça que veulent les gens du public. Ressentir des émotions. Et c'est à travers les sentiments que la personne a lorsqu'elle chante et qu'elle est sur scène que tu ressens ces émotions. Et quel est le sentiment le meilleur, le plus incroyable? Bah finalement, c'est l'amour. Et quand tu vois quelqu'un qui est amoureuse, comme celle qui a les cheveux rouges, qui est amoureuse d'Aqua et qui veut... est-ce qu'il n'y aura pas un dégagement de je sais pas, de phéromones ou d'un truc chimique ou je sais pas quoi, qui fait que lorsque tu es dans le public, tu peux te dire « Waouh, elle est rayonnante, tu vois. Elle est bien et elle est incroyable. » Bref, là, c'est par rapport à ce que j'ai l'impression que le manga essaie de nous transmettre. L'animé, hein, j'ai pas vu le manga, mais l'animé, donc je connais pas la suite. Mais j'ai l'impression que c'était plus ça que voulait nous transmettre l'animé. C'est par rapport aux émotions des personnages quand elles sont sur scène, qui se retransmet au public et que finalement ce public arrive à apprécier ces personnes. On voyait d'ailleurs que l'autre, finalement, le fan avec ses dents de lapin, lui, il était déjà plus ou moins séduit, mais tu voyais que son chef là, en fait, parmi eux, il y a un chef qui était le leader des fans, qui lui-même est fan en fait. Donc en fait, tu as des sous-groupes, des sous-catégories de fans en fait. Et donc Ai, c'était la grande leaduse, et en fait, en dessous, leader plutôt, en dessous, bah t'avais ce mec là, et encore en dessous, bah t'as celui aux dents de lapin. Donc t'as quand même une sorte de hiérarchie, et t'as des mecs supérieurs qui valident pour les autres. C'est marrant. Et finalement, bah là ils sont tous comblés, parce que finalement, si la personne qui est sur scène, qui est forcément tout au-dessus, hein, c'est la star, si elle est vraiment au top niveau, au prime, qui arrive à séduire tout le monde, bah forcément tout le monde est séduit, ça fait l'unanimité. Et là on a vraiment un groupe de 3 qui est très prometteur, parce que quasiment tout le monde les ont validés.
Et tu sentais vraiment que il y avait une passion derrière, tu vois. Et je pense aussi que c'est ça derrière qui fait que le groupe cartonne, c'est que tu as une certaine passion derrière. Bon, après, il parle de théâtre, parce que apparemment Aqua va s'orienter vers le théâtre pour essayer d'enquêter sur qu'est-ce qui a causé la mort de Ai. Bon, cette histoire, finalement, j'aime pas trop, moi. Finalement, moi, ça ne m'intéresse pas de savoir qui est le meurtrier de Ai, parce qu'au final, on le sait déjà. On a vu la personne poignarder Ai, et pour moi, c'est lui le coupable. D'ailleurs, c'est lui qui se suicide. Donc finalement, la quête, comme je le disais, d'Aqua n'a pas vraiment de sens. Mais j'ai l'impression que c'est plus un prétexte pour nous mener vers la gloire d'Aqua. Parce que finalement, on le sent bien qu'Aqua va devenir un super acteur et que Ruby va devenir la future Ai. Mais il faut bien un chemin, un fil rouge pour nous guider vers cette voie de la réussite de chacun des enfants d'Ai. Donc voilà, moi j'ai plus l'impression que c'est un prétexte, et finalement, le fait de trouver le meurtrier, finalement, moi ça ne m'intéresse pas vraiment. Parce qu'au final, pour moi, c'est celui qui a poignardé directement et qui s'est suicidé. Mais derrière, peut-être il y aura une surprise, tu vois. Parce que là, derrière son enquête, j'ai bien l'impression qu'on est en train de découvrir aussi les dessous des coulisses des stars. Et finalement, Ai, est-ce qu'elle est aussi pure qu'on ne le croit? Parce que finalement, quand tu as ces enfants, Ruby et Aqua, pour eux, tout est rose. Leur mère leur raconte la meilleure histoire, mais ça se trouve, derrière, elle a fait des dingueries. Peut-être que Ai, finalement, disons les termes, elle a peut-être couché avec plusieurs personnes pour monter. Du coup, peut-être qu'elle a couché avec le patron, parce que toi-même, tu sais que dans le milieu du showbiz, il faut parfois coucher pour pouvoir monter. Et oui, c'est ça. Bon, évidemment, ce n'est pas partout pareil. Il arrive que dans certains showbiz, tu montes effectivement uniquement grâce à ton talent. Mais on sait aussi que dans, par exemple, le monde du cinéma ou de la musique, il y a certains qui montent et qui ont fait des choses assez sales et qui ont dû vendre leur âme au diable, voilà, il faut dire les termes. Donc finalement, est-ce que cet animé va nous raconter les dessous, les coulisses les plus sordides du monde du showbiz? On le verra très prochainement, mais en tout cas dans la saison 1, on n'a pas vu vraiment des choses trop trash. Oui, on a vu quand même l'envers du décor à travers les réseaux sociaux, à travers Twitter, on a vu pas mal de thèmes qu'ils ont abordés qui étaient vraiment très intéressants. Mais là, je me demande, est-ce qu'on ne verrait pas plus de dingueries par rapport à Ai? Bref, en plus tu sais qu'à l'époque, Ai, elle était mineure. Donc tu sens que les producteurs, voilà, il y a peut-être des choses qui se passent derrière. Mais bref, par rapport à cet épisode, évidemment, ils amorcent finalement la nouvelle saison. La fin, plus ou moins, était pas très intéressante, moi je trouvais. C'était plus par rapport à comment le groupe allait réussir au sein de l'équipe des trois, là. Puis ensuite, voilà, derrière, tu as une certaine histoire d'amour, un petit trio par rapport à Aqua, qui en réalité, on ne sait pas qui l'aime vraiment, mais tu as plus ou moins Akane qui est amoureuse d'Aqua, et tu as cette fille aux cheveux rouges qui est amoureuse d'Aqua, donc les deux sont plus ou moins en compétition, et finalement, tu sens que les stars elles-mêmes, donc on a l'ancienne prodige et la nouvelle prodige, vont s'affronter dans un jeu d'acteurs, dans des rôles, et tu sens que c'est vraiment un milieu de requins parce que un rôle ne peut être détenu que par une seule personne, donc les deux seront en compétition, et tu sens que là-bas c'est vraiment un monde de requins, et que peut-être que finalement les deux vont se mettre des coups de poignard dans le dos, tu vois, pour essayer d'avoir Aqua. Mais bref, et même pour avoir le rôle. Donc voilà, ça se met en place, on se doutait bien que Aqua et Akane et l'autre, on ne sait pas avec qui ils vont finir, mais tu as aussi l'autre, la youtubeuse, qui ne sait plus quel camp choisir entre les deux, parce que finalement elle est pote avec Akane et en même temps elle est pote avec celle aux cheveux rouges. C'est compliqué, tu sens qu'au sein même du groupe, il y a des embrouilles, il y a des gens qui veulent réussir, et pour pouvoir réussir, tu dois être le numéro 1, et pour être numéro 1, forcément tu dois bouffer les autres. C'est a priori le comportement qu'on devrait avoir. Après, c'est vrai que dans un groupe de musique, finalement, si tu arrives
à accepter d'être le second et de vraiment collaborer avec tous les autres parce que tu reconnais le talent de l'autre, bah ça marche beaucoup mieux. Je pense qu'il n'y a rien de pire qu'un groupe qui est en train de s'embrouiller et qui monte sur scène et que tu vois que pendant qu'il danse, pac, petit coup en traître, oh t'as glissé, t'es tombé, alors que normalement c'est le fait que le groupe marche que tous sont bien payés à la fin, parce que finalement la récompense est répartie par rapport à la prestation globale et ensemble. Donc voilà, par rapport à cet épisode, moi j'ai trouvé ça très intéressant. J'attends la suite avec impatience. Et sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.